Ce programme vous est présenté par la région Grand Est. Le Crédit Agricole Alsace-Vosges au service de nos territoires et de ceux qui y vivent. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue pour une heure d'actualité 100% Alsace, 100% régionale. Et nous allons rêver avec le restaurant Le Crocodile, basé à Strasbourg, sacré meilleur restaurant gastronomique du monde, selon TripAdvisor. On en parlera avec Cédric Moulot. Stéphane Saïdani va nous présenter Grismo. Vous allez découvrir tout simplement des lunettes de réalité virtuelle pour visiter des appartements. Marc Lobstein de la CIBAR, responsable du service entretien courant. Nous verrons avec lui ce qui s'est passé durant toutes ces fêtes et son travail au quotidien. Et enfin, on retrouvera Mathieu Chanvillard pour l'humeur du jour, l'humeur du jeudi. Avant cela, le JT, Anna Britz. Bonsoir à tous, c'est dans l'actualité. Ce soir, le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu est entré en vigueur. Qu'est-ce qui change? Comment cela se traduit? Que faire en cas de problème ou de question? Éléments de réponse dans ce JT. Connaissez-vous le bretzel de Nouvel An? Nous prendrons la direction de Lauterbourg à la découverte ou à la redécouverte de cette tradition bien alsacienne. Et puis avec cette nouvelle année, nombreux sont ceux qui prennent des résolutions allant vers le zéro déchet. Parmi les adeptes de l'anti-gaspi, une couturière de Haguenau qui s'est lancée dans la confection d'essuie-tout et lingettes lavables. C'est une petite révolution. L'impôt est désormais prélevé à la source. Parmi les premiers concernés, les retraités, mais d'ici la fin du mois, tous les foyers fiscaux seront concernés. Alors, qu'est-ce que ça change? Comment ça marche? Le gouvernement a mis en place un standard téléphonique pour répondre aux nombreuses questions des contribuables. Éléments de réponse supplémentaires avec Cécile Motz. Payer ni plus ni moins d'impôts sur le revenu, mais simplement le payer différemment. Une des importantes réformes du quinquennat d'Emmanuel Macron, c'est bien le prélèvement à la source. Et il est désormais effectif. Si sa mise en place a été expliquée depuis plusieurs mois devant le Centre des finances publiques à Strasbourg, quelques interrogations persistent. Ça peut être inquiétant parce qu'on ne sait pas si les machines qui font les comptes en fait vont bien fonctionner, si les personnes qui sont derrière aussi. Donc voilà, c'est juste ça qui est un peu inquiétant, mais sinon bon, je pense que ça va bien se passer, j'espère, on verra bien. On en a quand même suffisamment entendu parler, mais il reste encore pas mal de zones d'ombre et bon, c'est pour ça que je viens m'informer directement sur place. C'est même plus pratique, ça se fait dans beaucoup de pays, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas ici. Ça facilite toutes ces tâches administratives et ça plaira à plus d'un, je pense. Mais voilà, c'est pas tout blanc tout noir. Alors pour rassurer et expliquer encore, la direction régionale des finances publiques fait de la pédagogie. L'objectif affiché de la réforme, permettre que l'impôt s'adapte plus précisément à la situation de tous les contribuables en temps réel. L'objectif du prélèvement à la source est de rendre le paiement de l'impôt contemporain avec la perception du revenu. Auparavant, on payait dans une année donnée l'impôt sur les revenus de l'année précédente. Et ça pouvait poser des difficultés quand la situation de revenus avait changé entre-temps. Par exemple, quand les revenus avaient baissé, il fallait quand même payer l'impôt sur les revenus plus élevés qu'on percevait auparavant. Avec le prélèvement à la source, l'impôt est prélevé au moment où on perçoit les revenus et adapté au montant des revenus qu'on perçoit. Donc le paiement est facilité. Il s'adapte automatiquement sans que le contribuable ait quelque chose à faire. C'est l'employeur qui applique le taux à un revenu qui peut varier. Les contribuables continueront à faire leur déclaration de revenus tous les ans comme ils le font aujourd'hui et le taux sera calculé, recalculé, adapté donc chaque année et envoyé au collecteur pour adapter le prélèvement à la source à la situation du moment. Concrètement, l'impôt est directement prélevé sur la fiche de paye par l'employeur et reversé ensuite à l'administration fiscale. Les entreprises et les comptables ont dû adapter leur logiciel et travaillent sur la transition depuis plusieurs mois. Nous, ça change beaucoup de choses. Ça fait 2 ans qu'on se prépare à ce changement. Ça a eu beaucoup d'impact sur nos logiciels de paye.
puisque maintenant on est obligé de faire toutes les fiches de paye via un véhicule qui s'appelle la DSN. Et c'est ce véhicule, la DSN, qui permet de communiquer avec les organismes collecteurs de charges, mais maintenant avec la direction administrative qui va nous envoyer le taux de prélèvement des salariés qu'on va pouvoir incrémenter sur les bulletins de paye et qu'on va pouvoir renvoyer à l'administration fiscale pour qu'elle puisse prélever l'impôt grâce à ces fiches de paye. Il a fallu changer nos outils, il a fallu se former sur ces nouveaux outils, il a fallu faire des tests. On est en phase test depuis octobre, novembre, décembre. On a fait des bulletins de paye où on faisait déjà apparaître les taux pour que les salariés soient sensibilisés. Et puis maintenant, on va passer à la phase réelle, donc ça implique aussi plus de vérification. Ça implique aussi des manipulations supplémentaires pour récupérer ces taux tous les mois de l'administration fiscale. C'est une fiche de paye un peu plus complexe. Pour mieux comprendre cette réforme, un numéro a été mis en place par l'administration fiscale. C'est le 0809 401 401, en plus du site internet impôt.gouv.fr. Avant de passer aux galettes des rois, je vous propose de rester encore un peu dans l'ambiance du réveillon. Connaissez-vous le bretzel de Nouvel An ? Fanny Kunz est allée à la rencontre d'un boulanger de Lauterbourg qui perpétue cette tradition bien alsacienne. Un boulanger aurait été puni par le roi et pour se faire pardonner, le pauvre boulanger aurait réalisé un gâteau à travers lequel il était possible de voir 3 fois le soleil. C'est ainsi que le bretzel du Nouvel An serait né. À Lauterbourg, le boulanger Christophe Gressel perpétue la tradition, parfois oubliée, de cette brioche du premier jour de l'an. Le bretzel du Nouvel An, c'est en fait une tradition qui est un peu d'ici de la région. Donc surtout côté du Rhin, c'est une pâte à brioche. Et plus on prend de temps et plus en fait on arrive à faire quelque chose de bon. Donc il faut surtout le temps parce que la pâte puisse reposer. Et puis on peut mettre plein de choses dans une brioche. Là j'ai mis des pépites au chocolat et après on peut... Comme dit, il n'y a pas de limite. La recette est simple, du lait, des œufs, de la farine, du beurre, du sucre et de la levure. Habitué à façonner ses bretzels tous les 31 décembre, Christophe en confectionne une centaine pour le jour de l'an. Le secret de son tour de main résiderait dans la taille des bras du boulanger. Moi, je prends la grandeur de mes bras. Une fois que je suis au bout, donc voilà, c'est à peu près ça, la grandeur. Donc... on peut dire plus le boulanger est grand et plus la bretzel sera grande. Donc voilà, on tourne et ça donne la bretzel. Voilà. Plus traditionnellement, Christophe nous livre son souvenir de cette brioche. Souvent, c'est un cadeau qu'on fait, soit les parrains ou marraines qui donnent donc ça aux enfants. Et lorsqu'on en partage ça, donc c'est pour donner le bonheur et puis tout ce qu'il faut pour la nouvelle année, quoi. S'il est de coutume de déguster ce bretzel le premier de l'an, il est toujours possible de le partager jusqu'à la fin de la semaine, avant d'entamer les festivités de l'Épiphanie avec la fameuse galette des rois. Parmi les bonnes résolutions de ce début d'année, le zéro déchet et l'anti-gaspillage ont souvent la cote. Et si vous remplacez lingettes et essuie-tout jetables par du lavable, reportage chez une couturière de Haguenau qui s'est lancée dans la production, et la demande est grande, Fanny Kunz. Sultane est couturière. Après une reconversion professionnelle en 2017, elle ouvre son entreprise à Haguenau pour s'adonner pleinement à sa passion, la couture. Elle commence à proposer des ateliers de couture et présente ses propres créations. Depuis quelques mois, elle est à l'initiative d'une ligne de produits réutilisables comme des lingettes démaquillantes, des rouleaux de papier essuie-tout. Elle était loin de se douter du succès qu'elle allait rencontrer. J'ai commencé à faire des lingettes pour moi, pour les enfants, et peu à peu autour de moi, à les offrir aux copines. Et finalement, j'avais aussi beaucoup de demandes dans les ateliers. On me demandait à fabriquer ces lingettes lors d'ateliers de couture. Et c'est les objets qu'on consomme le plus, de façon un peu mécanique, automatique. Et finalement, on se rend compte que c'est des choses qu'on peut facilement remplacer par un produit durable. Et donc, faire moins de déchets, moins de pollution et avoir une autre façon de consommer. Sensible à la démarche zéro déchet, Sultane réutilise des tissus ou détourne certains vêtements pour en créer d'autres. Elle s'efforce également de concevoir des produits avec des tissus respectueux pour la peau et l'environnement.
Un tissu souvent de bonne qualité en plus de ça, pourquoi le jeter alors qu'on peut le transformer et lui donner une nouvelle vie. Alors il y a un peu la notion d'émotion aussi derrière, parce que quelque chose, un tissu, un habit auquel on tient pour diverses raisons, on peut aussi vouloir lui donner une nouvelle vie, et puis en plus c'est écologique, donc ça fait moins de déchets. Depuis peu, la collection Zéro déchet de Sultan est disponible dans un magasin de vente de produits locaux en vrac à Haguenau, une nouvelle étape pour la couturière. Chaque semaine, une dizaine de films sortent dans les salles de cinéma. Qui décide de ces sorties, de ces dates de sortie, des affiches, des bandes annonces? C'est le métier de distributeur de films. Nora Bouriois a rencontré une Alsacienne, Mélanie Simon-Franza, qui en a fait son métier à Paris. L'été 2015, Mélanie Simon-Franza découvre un festival de documentaires en Ardèche. Elle en sort bouleversée par Homeland Irak Année Zéro. Un film de 5h30 qui raconte le quotidien de la famille du cinéaste irakien Abbas Fadel, peu avant la chute de Saddam Hussein. Pour Mélanie, c'est le déclic, elle décide de travailler dans le documentaire. Parce que je veux que les gens puissent découvrir les films comme moi j'ai pu le découvrir, mais je ne savais pas quel métier faisait ça. Vraiment, je ne savais pas. Il s'avère que c'était la distribution. Donc je vais contacter la société de distribution en question, qui s'appelle Nourfilm, et j'ai travaillé avec eux un temps, sur la distribution, sur le tas. Je connaissais rien, je connaissais aucun terme, je pouvais même rien vulgariser, je savais pas du tout ce qu'était un DCP par exemple, qui s'avère être le matériel qui héberge le film, je ne savais pas ce que c'était. Depuis, la Chilicoise a déménagé à Paris et a acquis les connaissances nécessaires pour travailler dans cette profession. Son rôle, amener les films dans les salles de cinéma et les faire vivre le plus longtemps possible. Il y a encore pas très longtemps, j'ai fait une séance débat à l'Odyssée, sur un film qui s'appelle Ouaga Girls, film qui parle de mécaniciennes qui se forment à la mécanique dans une école pour femmes à Ouagadougou. Et donc on a fait cette séance avec une association justement burkinabé de Strasbourg qui aide justement au Burkina et à Ouaga les femmes à mieux vivre, on va dire. Donc c'était assez intéressant, il y avait quand même du beau monde alors qu'on était en plein marché de Noël et qu'il n'y avait pas de tram et que les gens ne viennent pas en ville, donc c'était plutôt sympa. Mélanie organise aussi des projections dans les centres de détention du Grand Est, une démarche qui lui a donné quelques idées, comme réaliser son propre film dans une prison autour d'un atelier audiovisuel avec des détenus. RGDS, partenaire des Alsaciens qui s'engagent. Et on termine ce JT avec l'image du jour. Elle est signée d'Oliviane. 10 ans et une très grosse surprise pour 2019. Le musée Wurth d'Erstein a tout simplement annoncé qu'il devenait gratuit. Oui, entrée gratuite pour tous et toute la semaine. Seules les visites guidées du week-end seront désormais payantes. L'occasion de découvrir les collections permanentes du musée d'art moderne et les expos temporaires comme celle consacrée actuellement à la Namibie. Voilà pour l'actualité. Place au magazine. Merci beaucoup Anna Britz. On accueille le plateau. Mathieu Chanvillard nous rejoint sur scène. Sur scène, c'est beau, c'est une vraie entrée avec Cédric Moulot, Stéphane Saïdani. On verra des lunettes de réalité virtuelle. Marc Lobstein, bienvenue. Marc, bienvenue sur ce plateau. Des vraies pépites gastronomiques, c'est dans un petit instant. Juste avant, allez, un coup d'œil sur le temps, c'est parti. Des châteaux de la Loire au delta du Mékong, idées week-end ou voyage au long cours, vos vacances au fil de l'eau partout dans le monde avec Croisière Europe. Bonjour à tous et bienvenue sur Alsace 20. Eh bien, c'est une journée de vendredi très nuageuse, notamment en Alsace, si vous êtes près de Strasbourg ou encore sur l'ensemble du Haut-Rhin. Il en sera de même chez nos voisins allemands du centre jusqu'au sud de la région du Bade-Württemberg. Partout ailleurs, quelques chances quand même de voir quelques petites éclaircies. Les valeurs matinales, eh bien, il fera moins 2 degrés dans le nord du Bas-Rhin, moins 1 degré. Ce sera du côté de Strasbourg, Mannheim, Fribourg ou encore Pratteln. 0 degré, ce sera à Mulhouse et 1 degré à Colmar. L'après-midi, eh bien, toujours des nuages, des
des passages avec quelques petites éclaircies. Et les valeurs dans l'après-midi, eh bien ça grimpera pas beaucoup, il fera seulement 2 degrés, ce sera à la minimale du côté de Fribourg, 3 degrés à Mulhouse ou encore à Pratteln, 4 degrés de Colmar en passant par Strasbourg jusqu'à Saverne, 5 degrés cette fois-ci à Wissembourg et 6 degrés la maximale à Mannheim. Votre début de week-end, alors des nuages dans le Bas-Rhin, quelques petites éclaircies dans le Haut-Rhin et des valeurs qui iront jusqu'à 5 degrés. En ce vendredi, si vous connaissez un Odilon, c'est le moment de lui souhaiter une joyeuse fête. Le soleil se lèvera à 8h21 pour nous dire au revoir à 16h46. Excellent moment à tous sur Alsace 20 et à demain. Vos vacances au fil de l'eau avec CroisiEurope. Croisière fluviale et maritime au départ d'Alsace et jusqu'au bout du monde. Et l'invité de la rédaction ce soir, Cédric Moulot, propriétaire du Crocodile. Comment allez-vous ? Très bien Lionel, merci. On merci est ravis de vous accueillir. Fin décembre, allez, petit retour en arrière, vous découvrez que le Crocodile vient d'être sacré. Il a une étoile au Michelin. Meilleur restaurant gastronomique du monde 2018 selon TripAdvisor. La presse s'en est évidemment fait l'écho. Quand est-ce qu'ils vous ont prévenu, TripAdvisor ? Une semaine avant, ils nous ont appelés. Ils nous ont plutôt envoyé un mail pour que je prenne contact avec eux, et c'est là où j'ai été mis au courant. Bon, je vous avoue que ça a été, meilleur restaurant gastronomique du monde, ça fait quand même beaucoup. Ouais. Bon, c'est suite au travail que Franck et Sarah ont fait depuis 1 an et demi. Il est clair qu'on travaille différemment, on accueille les gens différemment, ils ont mis tout ce qu'il fallait en place. Donc en fait, d'après ce que je comprends, c'est un algorithme qu'ils ont pris sur la dernière année, sur les avis qui ont été postés sur TripAdvisor. Et la majorité des avis sont des avis 5 étoiles. Et donc ils ont comparé un petit peu à tous les autres restaurants de France. Et il y a eu 3 classements, France, Europe, Mondial. Et c'est la première fois qu'un restaurant est élu sur ces 3 classements. Voilà, c'est un truc de fou. Restons humbles, il y a des grands chefs de cuisine Bien en France sûr. aujourd'hui, mais voilà, aujourd'hui c'est la récompense qu'on a reçue. La récompense, là où elle est presque suprême, vous l'avez dit, c'est que c'est décerné sur la base des avis, des notes déposées par les consommateurs. Par les consommateurs, Voilà. et uniquement par eux. Donc c'est là où c'est quand même une belle récompense. C'est vrai qu'on utilise en fait un petit peu ces réseaux. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui disent est-ce que c'est des vrais avis ou des faux avis. Aujourd'hui, on encourage nos clients à déposer des avis. Et quand on regarde les avis du Crocodile, ils décrivent vraiment une expérience. Et cette expérience qu'ils ont eue. Et c'est vrai que c'est assez bluffant en fait, puisqu'il y a vraiment des grands textes qui sont déposés. Et je peux dire aujourd'hui que ce sont tous des vrais avis, puisqu'on répond en fait à chaque avis. On prend le temps à répondre à chaque avis, on arrive à identifier nos clients. Ça fait partie de notre travail. Voilà, consécration évidemment, vous l'avez cité pour le chef Franck Pelux et sa compagne Sarah, qu'on a croisée d'ailleurs dans Chef à bord, elle officiait évidemment en salle. Comment est-ce qu'ils ont vécu cette consécration ? C'est quelque chose d'à part. Une étoile au Michelin, c'est un truc formidable, le Goemio, c'est formidable. On sait qu'on est entouré en France d'excellents guides. Là, c'est meilleure table du monde quand même, quoi. Ouais, on était un peu gênés. Alors en plus, ça arrivait en plein milieu du marché de Noël, donc on va dire c'était la période était déjà un peu compliquée, mais c'est sûr que le vrai travail, c'est de dire aux équipes, voilà, restez humbles, on va communiquer sur la maison, et je pense que c'est ça qui est important, c'est on a communiqué sur la maison, on a communiqué sur Strasbourg. Strasbourg a une belle vitrine, là, je veux dire, sur l'ensemble du monde. J'ai vu des articles de New York, j'ai vu des articles en Chine, au Japon. C'est vrai que ça a tourné un petit peu dans tout le monde. Donc ça, c'est important pour notre ville et c'est important pour la maison. Donc je suis très, très heureux et je suis très fier aussi de Franck et Sarah qui ont fait un travail extraordinaire en 1 an et demi. Ouais. Ça a été un vrai pari, puisque aujourd'hui, de faire ramener 2 jeunes comme ça... C'était un jeune chef qui venait en plus, qui était passé par la télé. Exactement. Les réalités, on a toujours peur que ce soit peut-être un peu connoté. Il y avait un côté pari, il y avait un risque. Il y avait très clairement un risque, et ce risque, je l'ai pris seul. Et j'ai décidé effectivement de donner les clés de la maison à un couple de jeunes, qui sont en couple, qui sont jeunes, qui ont une très belle expérience, effectivement, mais c'est la première fois qu'ils étaient au devant de la scène. Et ça a fonctionné. Ce partage de travail entre eux et moi, je reste le propriétaire, mais ce sont eux qui animent la maison. Et donc moi, je les laisse faire, je les accompagne, et j'essaye de leur donner, de les faire grandir, en tout cas, et de faire grandir cette maison. Il y a eu un couple, évidemment, extrêmement célèbre dans cette belle maison dont vous voyez les tables là, qui est le Crocodile, c'est Monique et Émile Young. Quand un jeune chef et sa compagne reprennent comme ça, voilà, dans les traces d'Émile Young, quoi. C'est quelque chose, c'est un sacré défi aussi pour lui.
Ça a été un sacré défi. Alors, je suis très heureux, et là, je veux vraiment le dire. C'est-à-dire que Madame Young et Monsieur Young, aujourd'hui, sont de nouveau dans la maison. Monsieur Young vient régulièrement manger avec le personnel à midi ou le soir. C'est assez marrant, parce que quand il parle de la maison, à l'extérieur, il parle comme si c'était encore lui qui était chef ou propriétaire, ce qui me va parfaitement. Et c'est vrai qu'il y a une vraie complicité entre Franck et Sarah et Monsieur et Madame Young. Et je pense que ça, c'était vraiment important. Et c'est un pari gagné. Et puis les gens, bien sûr, se retrouvent il y a 20 ans, il y a 30 ans, en se disant, voilà, ce couple mythique qui a été Émile et Monique. Et Franck et Sarah sont derrière. Comment ça se passe? Vous êtes le propriétaire, vous, du Crocodile. Oui. C'est Franck qui a les clés sur les achats, sur la carte. C'est lui qui décide? Alors, aujourd'hui, c'est Franck et Sarah qui animent cette maison. Ouais. Donc, moi, je les suis. Je valide 90% de leurs demandes, puisqu'ils sont experts, en fait, dans ce métier. Je l'avais expliqué il y a quelques années. Moi, j'ai réussi à reprendre cette maison, à la faire revivre, à réussir à récupérer cette première étoile. Mais au-dessus, effectivement, Franck et Sarah ont aujourd'hui le niveau. Bien sûr, je suis là pour les accompagner. Il y a les services qui sont autour de moi, qui sont là pour les épauler. Le vrai travail qu'on fait, c'est qu'eux s'occupent exclusivement du client. Ben, c'est ça. Et c'est ce qui est retranscrit aujourd'hui. C'est une vraie aventure. Et ils n'ont pas de se dire comment on va faire pour payer les problèmes financiers ou les problèmes administratifs. Les problèmes, c'est autre. Les problèmes, en clair, c'est un peu moi. Des fois, c'est un peu embêtant, mais c'est comme ça. C'est comme ça que ça a été fait et ça fonctionne très très bien. L'ambition, c'est d'aller jusqu'où? Enfin, le baromètre, c'est quand même souvent le guide Michelin, qui d'ailleurs c'est début d'année bientôt. Vous êtes un accord Michelin. L'objectif, c'est de retrouver les 3 que la maison a eu à une époque. Enfin, on se fixe des objectifs comme ça ou c'est... Bien sûr, il y a toujours des objectifs. La maison, elle est là. Elle a été étoilée en 3 étoiles pendant des années. C'est une maison qui est reconnue dans toute la France. Bien sûr qu'il y a des objectifs. On a des objectifs. Aujourd'hui, ce qui est important, et c'est là où je suis le plus heureux, c'est que la maison est remplie. Les clients sont revenus, les clients sont là, les clients sont contents et le personnel est content. Donc, rendez-vous le 21 janvier. Voilà, une 2e étoile, évidemment, serait formidable. Voilà, et surtout qu'avec le 1741, autre restaurant strasbourgeois que vous pilotez, vous avez une étoile après 2 années d'ouverture avec le Croco, une étoile au guide Michelin la première année. Vous êtes actuellement le seul propriétaire de restaurant qui a 2 étoiles dans une même ville. Oui, en province, oui. Et je suis content, merci de parler du 1741, parce c'est une équipe formidable, ça fait 6 ans que j'y suis, ça a été une vraie création, c'est vrai qu'on parle beaucoup du Crocodile, mais ils sont aussi là, et ils tiennent leur place, et ils tiennent leur maison, et je les remercie. Ouais, je suis très fier, je suis vraiment très fier de ça, je m'en rends pas vraiment compte, mais je suis très fier de mes équipes, donc on va continuer dans ce sens. Voilà, 1741 et Crocodile, 2 étoiles, un seul bonhomme à la clé de tout. Vous restez avec nous? Bien sûr, avec plaisir. Alors méfiez-vous quand même, parce que vous êtes un garçon qui a quelques humeurs le jeudi. C'est le billet d'humeur de Mathieu Chanvillard. Alors a priori cette année 2019, moi je la sens pas super sexy quand même pour commencer. Déjà il n'y a pas de Coupe du Monde de football, il n'y a pas de Jeux Olympiques, il n'y a même pas d'élection cantonale cette année, c'est pour dire si on part de loin quand même. Alors à regarder de plus près, c'est peut-être pas si mal, il y a comme des choses, il faut bien regarder. Cette année 2019, il faut peut-être le regarder par derrière, regardez comme sur cette photo où la guirlande 2019, à l'enfer ça fait Eros. Eros, le dieu grec de l'amour, Lionel, le dieu de l'amour, le dieu des pratiques sexuelles inavouables de Lionel sur les plages grecques pendant l'été. Mais non, 2019, année érotique, j'ai envie d'y croire. J'espère que vous avez bien fêté ce passage à la nouvelle année, que vous avez bu des fusées et tiré des coups, bu des coups et tiré des fusées, pardon, c'est l'inverse. Il y en a en tout cas qui tirent des fusées, qui sont pas arrêtés depuis, ce sont les Chinois, eux ils sont au top, 3 janvier ce matin, en plein milieu de la nuit, bam, une fusée chinoise s'est posée pour la première fois sur la face cachée de la Lune. Alors c'était la première, défi technologique, blablabla, ouais bon, en même temps moi ça m'a pas beaucoup ému. Alexandre Benalla, lui, ça fait plus d'1 an qu'il est posé sur la face cachée d'Emmanuel Macron, franchement les Chinois à côté, petit joueur. Ce début d'année 2019, c'est le moment des vœux. Alors pour nous, ça nous paraît 1er janvier 2019, c'est nouveau, c'est génial. C'est aussi le moment de se souvenir que les 2/3 de l'humanité n'en ont rien à fiche de 2019, parce qu'eux, ils ont un autre calendrier, ils veulent bien nous partager le nôtre, mais ils sont pas du tout dans le même tempo que nous. Les musulmans sont en 1440, les juifs en 5779, les sikhs en 550, les thaïlandais en 2561. Nous, Alsaciens, nous sommes dans l'an 3 du Grand Est. Alors, il y en a qui se fâchent. Non, calmez-vous. On peut aussi dire qu'on est en l'an -2 de la nouvelle collectivité européenne d'Alsace. Il faudra attendre 2021. Les supporters du Racing, eux, ils sont en 77 après Gilbert Grèce, et les Gilets jaunes sont en 1789. Ces républicains fervents qui rêvent de prise de la Bastille et de guillotine pour plein de gens, dont les journalistes parfois. On pourrait peut-être
peut-être pourraient-ils rajouter à leur programme le calendrier révolutionnaire qui a eu cours en France il y a 200 ans après la Révolution. D'ailleurs, selon ce calendrier, nous ne sommes pas du tout le 3 janvier 2019, nous sommes le 14 Nivose de l'an 227. Si. Autre marronnier, les bonnes résolutions, notons notamment celle de Sébastien Loeb, qui s'apprête à prendre le départ du Dakar. Alors, petite parenthèse, le Dakar, c'est complètement débile. Dakar, c'est la capitale du Sénégal. Cette année, depuis des années, d'ailleurs, la course a lieu au Pérou. C'est juste à côté, c'est tout à fait logique. Bientôt, à ce rythme-là, le Tour de France fera le tour du Botswana et Paris-Roubaix sera entre Cancun et Guadalajara. C'est n'importe quoi. Bref, Sébastien Loeb, revenons à lui, a pris la bonne résolution d'arrêter de planter ses voitures dans le désert. Oui, parce que sur les 3 dernières années, en 2016 et en 2018, on ne peut pas dire qu'il avait pris grand soin des jolis jouets qu'il avait reçus à Noël. Dernier marronnier de ce début d'année, les prophéties, les horoscopes, les prédictions. Alors moi, je vous préviens tout de suite, j'y croyais pas du tout, mais alors pas du tout. Plus cartésien que moi, tu meurs. Mais ça, c'était jusqu'à ce que Lionel me fasse la démonstration de ses talents. Non, vraiment, il a un don. Je vous assure, il a un don. D'ailleurs, c'est pas compliqué, on l'appelle l'oracle de la Robertso, la pitié du petit écran. Il fait des prédictions incroyables. D'ailleurs, pour 2019, c'est vrai que ça va vous intéresser, il a vu une deuxième étoile pour le... Oui, parce qu'en fait, le Mars sera dans la constellation du crocodile. Donc là, c'est sûr, deuxième macaron, c'est sûr. Il prédit aussi l'actualité. Emmanuel Macron sera en Alsace au mois d'avril, parce que Jupiter est dans la constellation de la cigogne cette fois-ci. Et puis Pluton sera dans la constellation du grand hamster. Ça, on ne sait pas encore ce que ça veut dire, mais on va trouver. Si vous n'êtes pas convaincu, j'ai un truc irréfutable. Je vous assure que ça marche. D'habitude, le jeudi, il y a Valérie Zago qui est assise là, à côté de moi. Et Lionel lui avait prédit il y a quelques jours que le Sagittaire étant dans Neptune ou un truc comme ça, il y allait y avoir de grands changements, un nouveau départ pour elle. Nouveau départ, elle est virée. Alors moi je me méfie parce qu'il m'a dit que bientôt le Capricorne était dans le Poisson, un truc comme ça, et que ça allait signifier une rentrée d'argent imminente. Alors je me suis dit chouette, une prime, un truc comme ça. Du coup, maintenant, j'ai un peu peur que ce soit plutôt mon chèque de solde de tout compte qu'il faille que j'aille chercher. Je vais aller vérifier. En attendant, bonne année quand même. Merci beaucoup, Mathieu Chambulard et Valérie Zago. On la retrouve la semaine prochaine. Valérie au ski. Il faut bien aussi. Elle revient. Alors. Mais oui, elle va revenir. Allez, à suivre dans un instant. C'est Stéphane Saïdani. On va parler de Gizmo. Vous nous avez ramené. Levez juste ce que vous avez là entre les mains, qu'on le voit bien. Voilà, c'est un téléphone tout à fait normal. Et ce sont des lunettes de réalité virtuelle. On ressemble à quoi quand on les met sur le nez, là ? Les lunettes. Ce qui est important, c'est ce qu'on voit dedans. Ah, c'est ça. Voilà. On ressemble à ça. Regardez. C'est le côté un peu fun. Et ben, vous allez voir tout simplement votre appartement neuf ou votre appartement logement ancien en 3D. C'est juste après ça. Et Stéphane Saïdani est notre invité. On va parler de Gizmo. Vous avez fondé cette société et vous avez créé des lunettes de réalité virtuelle. Et vous allez même les présenter aux États-Unis, au CES de Las Vegas en janvier. On est en janvier. Ça va être dans combien de temps ? Exactement. Nous partons dimanche en fait. Donc ah ouais, c'est demain. Donc vous avez vite fait un saut sur Alsace 20 avant. Exactement. Présentation en avant-première mondiale aujourd'hui. Expliquez-nous ce que sont ces lunettes et quelle est l'utilité. Alors nous, notre métier en fait, c'est de proposer en fait des visites virtuelles de logements donc neufs ou existants. Okay. À l'origine de notre activité, nous travaillons avec les promoteurs, les constructeurs de maisons individuelles et effectivement les bailleurs sociaux pour projeter en fait l'acquéreur directement chez lui, alors que la première pierre en fait de son logement n'est même pas posée. En fait. Voilà. Marc, vous connaissez le principe ? Oui, je connais le principe, mais je découvre le produit Gizmo. Voilà. Alors le produit Gizmo, vous allez le voir, on va le regarder en images. C'est parti.
Et voilà, une visite en moins d'une 30. Vous êtes le fondateur de Gizmo. On rappelle que c'est quand même un produit commercial. C'est-à-dire que ce qu'on voit à la fin, c'est publier ce que vous venez de faire dans le but de vendre son appartement. Tout à fait. Alors, effectivement, chez Gizmo, on a 2 savoir-faire. Ouais. Le premier savoir-faire, en fait, consiste à modéliser en fait, des logements qui n'existent pas, à l'intérieur et à l'extérieur. Donc ça, c'est de la pure 3D. Voilà, 100%. Et puis, on a voulu enrichir en fait, notre savoir-faire en proposant à n'importe quelle personne qui souhaite vendre ou louer son logement de pouvoir le faire en moins de 2 minutes, effectivement, uniquement à l'aide de son smartphone. C'est ce que fait la jeune fille là, qu'on voit, qui se balade Exactement. Elle scanne ses pièces, elle passe d'une pièce à l'autre, elle les relie, et puis à la fin, elle les publie directement sur notre plateforme. Et tous les gens qui souhaitent louer ou acheter un logement peuvent consulter directement cette visite sans se déplacer, donc de n'importe où dans le monde, à tout moment. Et c'est effectivement un gain de temps important, et c'est aussi un confort de vie important, parce que quand on loue un logement, on est souvent obligé de gérer ses clés, on est souvent obligé de gérer sa maison, donc de la ranger, on est souvent obligé de se déplacer. Alors, on s'est un peu obligé de faire la queue quand on est étudiant, avec 25 personnes devant pour visiter le même logement. Peut-être devant l'ordinateur, mais en tous les cas devant la porte, non. Et l'idée, c'était ça, c'était de permettre aux gens de se projeter, et quand ils prennent contact avec l'acquéreur ou le bailleur, ils savent ce qu'ils vont voir, donc ils viennent confirmer uniquement ce qu'ils ont vu, et ça crée en fait des contacts très qualifiés, et c'est un gain de temps pour tout le monde. En fait. Est-ce que c'est compliqué à faire? On a vu, effectivement, prendre des photos, c'est à la portée de tout le monde. Relier les pièces, relier les couloirs, etc. C'est extrêmement simple en fait. Donc le scan, c'est simplement en tournant, donc, comme vous le qu'elle voyez fait. à l'image. Donc effectivement, il y a un petit temps pour scanner les pièces, quoi. Et puis après, on a ce qu'on appelle nous des hotspots, c'est-à-dire des points. Donc on nomme ces pièces en fait, et à la fin, en fait, tout est relié quasi automatiquement, et on publie la visite qui est directement accessible sur la plateforme. Ça, c'est l'outil de la Cibar de demain. Ça pourrait être ça. Ouais, il y a combien d'appartements la Cibar? 7000 logements. Voilà, 7000 logements, faites des photos et on peut visiter. On va vous présenter, nous prendrons un modeste pourcentage de cette... Alors, l'utilité, on a bien compris la chose. L'utilité après, c'est que vous prenez votre téléphone portable et vous le mettez dans ce petit boîtier, donc reprenez-le qu'on le voit bien. En fait, il y a 2 choses, c'est-à-dire que toutes les visites qui sont créées soit par nos équipes de designers 3D ou directement avec son smartphone sont accessibles de n'importe quel écran. Donc on peut les visualiser sur un écran de télé, sur un ordinateur, sur un smartphone, une tablette. Par contre, pour enrichir l'expérience, parce que nous, ce que nous souhaitions faire aussi, c'était rendre cette démarche-là plus ludique et plus attractive, on peut passer de la visite à la réalité virtuelle 3D. Donc on prend son smartphone, on clique simplement sur un bouton qui ressemble à une paire de lunettes, on place son smartphone directement dans les lunettes 3D et on regarde, et là on est projeté directement dans le logement, c'est-à-dire qu'à la différence de ce que l'on voit, c'est qu'on est dedans. Et donc après on peut viser ce qu'on appelle les hotspots, donc les points pour passer d'une pièce à l'autre, comme dans un jeu en fait. Comment on vise une fois qu'on a ça? En fait il y a un curseur en fait, c'est comme, voilà, non même pas, c'est directement avec les lunettes, on a un curseur, donc on vise le point et on rentre dans la pièce directement et on est dedans, on tourne sur soi-même pour voir le 360, et puis on ressort, on passe d'une pièce à l'autre. Voilà, c'est extrêmement simple en fait. Voilà, vous allez le présenter au CES de Las Vegas. Exactement. Et vous attendez... expliquer ce salon? Oui, je fais celui qui n'y connaît rien, mais sûr, c'est la grand mec absolue de toutes les startups, des innovations, des nouvelles technologies. Voilà, c'est exactement ça. C'est je pense le plus grand rassemblement de startups au monde qui a lieu chaque année. Donc, nous, on a sollicité notre candidature auprès du CES directement. On a été sélectionné. Donc, aujourd'hui, en Alsace, il y a 7 startups. Il y en a 14 dans le Grand Est. On est la seule start-up orinoise, en fait, à ma connaissance, à y participer. Et donc, l'objectif, c'est de présenter effectivement nos nouveautés, de voir un peu comment réagissent les différents publics, puisque là, on a un public, on va dire, de techniciens, de geeks, pros, entre guillemets, voilà, de pros. Exactement. Et c'est vrai, comme je le disais tout à l'heure, en fait, on trouve de tout, des technologies très complexes, à des technologies plus d'usage comme les nôtres, en fait, qui peuvent révolutionner, en fait, une expérience simple, mais qui nous touche tous, puisque notre logement, en fait, c'est quelque chose qui, de près ou de loin, touche chaque Français et chaque personne à l'échelle mondiale. Voilà, c'est Gizmo, donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous allez sur le site là qui s'affiche, vous aurez toutes les informations et vous pourrez l'utiliser chez vous. Stéphane, vous restez avec nous, puisque la Cibar désormais va utiliser ce viewer qui va permettre de voir tous les 7000 appartements. Place à présent au magazine du logement et de l'habitat. Il y a parfois quelques petits soucis, un robinet qui fuit, une fenêtre qui coince. À la Cibar, société immobilière du Bas-Rhin, les pannes des logements, elles sont traitées au quotidien. Marc Lobstein, vous êtes de la Cibar, responsable du service entretien courant qui s'occupe de ce genre de problème. Je vous ai juste demandé, avant
pour préparer un petit peu le plateau, est-ce que vous avez passé un bon réveillon du 31 décembre et vous m'avez répondu oui. On a passé un bon réveillon. Donc c'est vrai que pour un certain nombre de personnes de la CIBAR, donc des volontaires, on était sur le terrain et on a fait nos tournées d'inspection et de sécurité des sites. En cas de sites. souci. Exactement. Voilà, ça fait partie du métier aussi. Tout à fait. Comment ça se passe les démarches si les locataires rencontrent un problème dans leur logement ? Donc il y a plusieurs possibilités. La première qui est utilisée donc majoritairement, c'est d'appeler directement la CIBAR et donc d'expliquer en fait la raison de leur appel. Et ensuite, bien sûr, c'est d'autres méthodes comme le mail ou les courriers, venir directement sur site. Où ça se passe soit par téléphone, justement pour mieux comprendre comment sont prises en compte les doléances des locataires. Eh bien, Fanny Kunz s'est rendue sur place. Oui, allô ? Oui, Romas, c'est Jean. Oui, bonjour. Alors on a un problème sur la porte au Lombard. Donc une locataire vient de nous signaler que la porte était bloquée depuis hier. Donc il faudrait passer sur place pour voir ce qu'il en est. Ok, bah écoutez, je vais voir, je vous rappelle. Ça marche. À bientôt. Au revoir. Panne d'ascenseur, problème de chauffage, Jean traite au quotidien les demandes des locataires de la CIBAR. Comme ses collègues du service entretien courant, il travaille aux côtés des agents sur le terrain qui vérifient l'état du patrimoine et réparent les dysfonctionnements si besoin. Je suis sur le secteur sud du département, donc on commence sur Haute-Pierre-Elzo et on va jusqu'à Markolsheim. Donc on gère l'ensemble des problèmes que peuvent rencontrer les locataires sur ce secteur uniquement. Donc tous les problèmes qu'on peut rencontrer dans un logement quand on est locataire, une fuite, un évier bouché, problème de voisinage, problème de stationnement, une tuile qui tombe s'il y a un coup de vent, problème de réception de chaîne télé, voilà, toutes ces choses-là. Lorsque le locataire a signalé son problème, le service entretien courant ouvre une plainte locative et envoie un agent de la CIBAR sur place. Il détaille alors les difficultés rencontrées. En fonction de la nature de la panne, celle-ci peut être résolue par l'agent de la CIBAR, sinon un prestataire est appelé. Les gestionnaires traitent quotidiennement les différentes plaintes locatives en fonction de leur urgence. Ce qui est le plus urgent, effectivement, on traite. Ce qui est fuite, chauffage, absence de chauffage, absence d'eau chaude ou une fuite importante, on va le traiter tout de suite. Donc faire le nécessaire, soit avec nos collègues, soit avec une entreprise, pour que ce soit dans la mesure du possible réglé dans la journée, si c'est vraiment quelque chose d'important. Après le reste, effectivement, si c'est une porte qui coince ou une fenêtre à régler, un volet coincé, ça, on a un peu plus de latitude pour le régler. Mais pareil, soit appel à nos collègues ou à nos prestataires. La CIBAR s'efforce de répondre au mieux aux demandes de ses locataires en chargeant régulièrement ses agents de terrain à faire de la maintenance préventive sur l'ensemble de son patrimoine bâti. Voilà pour les petits bobos du quotidien. Marc Lobstein avec vous. 7000 appartements, forcément il y a des petits bobos. Quelles sont les pannes les plus fréquentes ? Les appels les plus fréquents sont bien sûr en hiver les difficultés de chauffage. Voilà, donc un certain nombre de personnes ayant besoin donc d'apporter un meilleur confort nous contactent. Après, il y a des pannes comme des pannes concernant les éléments sanitaires ou par exemple la menuiserie, des fuites d'eau. Les fuites, c'est plutôt des urgences. Donc. Voilà, après, disons, ce qu'on rencontre très souvent et ce qu'on aimerait bien éviter, c'est tout ce qui est sinistre, ce qui est lié au sinistre. Donc voilà, ça peut être les incendies, ça peut être effectivement des canalisations, des ruptures de canalisation. Et c'est les causes... Il faut aller très vite. Il faut aller très vite, oui. Il y a des petites choses où c'est au locataire de s'en occuper ou dans ce cas-là, c'est toujours pour votre pomme entre guillemets, ou c'est toujours le propriétaire la Non, c'est pas toujours le propriétaire, mais on souhaite quand même que les résidents nous informent, disons, de la difficulté qu'ils rencontrent, de façon à ce que on puisse avec eux définir, disons, qui a le rôle d'intervenir. Donc c'est vrai que majoritairement ça concerne donc la CIBAR, mais il peut arriver par exemple pour un remplacement de joint sur un robinet que ça peut être au locataire. Là ils peuvent bricoler un peu. Oui, on préférait pas dire qu'ils doivent bricoler, mais en tout cas, ils pourraient le faire eux-mêmes. Voilà. Et à quel moment vous décidez d'envoyer quelqu'un sur place, un agent sur place ? Disons, ce qu'on fait majoritairement, c'est qu'on préfère faire le diagnostic nous-mêmes,
Donc, dans la quasi-totalité des cas, on mandate un agent de chez nous pour qu'il aille vérifier. Et ensuite, en fonction du diagnostic, il a réussi à régler directement l'origine du défaut. Il n'arrive pas à le régler de suite, on peut faire appel soit à un de nos techniciens spécialistes ou à un prestataire. Voilà, c'est la manipulation à faire. Et si une panne survient de nuit, on fait comment? On gère comment? Si c'est un week-end, jour férié comme là on a... Donc nos locataires connaissent le numéro d'astreinte. Donc on a des équipes qui sont d'astreinte, donc des équipes de gestionnaires et des cadres d'astreinte pour... répondre à toute demande en dehors des heures ouvrées de la CIBA. Voilà, il y a eu beaucoup de boulot le 31 décembre ou le 24 décembre? Disons qu'au niveau des astreintes, c'était plutôt très modéré. Après, c'est vrai qu'il y a eu, dans le cadre de nos visites, il y a effectivement eu un certain nombre, disons, de sites qui étaient un petit peu sensibles et il a fallu assurer une vigilance importante. Il fallait être là. Il fallait être là. Voilà, merci Marc Lobstein. On va se quitter dans une petite minute 30. On va terminer avec vous, Cédric Moulot, propriétaire du Crocodile, vrai entrepreneur. Hein. Vous avez combien de restaurants maintenant, on peut le dire? 9 et un 10e au mois de février. Voilà, et vous êtes tout jeune. 40 ans. Bah ouais, c'est ce qui est bien ce que je dis. Faut savoir, si vous nous reprenez maintenant, le Crocodile, meilleur restaurant gastronomique du monde. Vous m'avez dit que c'est quasiment full jusqu'en février. Est-ce que des titres comme celui-ci, qui a été décerné par TripAdvisor, est-ce que ça participe, on va dire, à la performance économique du restaurant? Autrement dit, est-ce que ça se monétise? Est-ce qu'on le voit après? Je pense que là, sur janvier, oui. Alors sur le mois de décembre, on est tout le temps complet, donc voilà, ça a renforcé un petit peu les petites tables qui restaient au dernier moment. Mais je pense que sur l'année prochaine, oui, ça va être, on va le sentir, oui, bien sûr. Et après un coup comme TripAdvisor, les gens décrochent leur téléphone en disant je veux savoir ce qu'est la meilleure table gastronomique du monde. Oui, ils veulent réserver, ils veulent venir, ce qui donne un stress supplémentaire. Donc il faut faire les choses correctement. Voilà, prochaine échéance, c'est le guide Michelin, sortie du guide Michelin. 21 janvier. Voilà, vous êtes le meilleur ambassadeur. Je savais même plus la date, il l'a trouvé. Merci beaucoup, Cédric. Merci à vous. Bonne route au CES de Las Vegas avec le top des startups du monde entier. Ça sera avec Gizmo, cette application qui vous permet de visiter virtuellement appartements neufs ou d'occasion. Merci beaucoup, Marc. Merci, mon camarade. Moi, à jeudi prochain. Voilà, à jeudi prochain. Moi, j'en profite pour vous remercier, vous. Nous avons des audiences exceptionnelles. Alors, on est super contents, tout simplement, parce que vous nous faites confiance. Et on va continuer comme ça à vous divertir, à être sur le terrain de l'information, comme ça a été le cas pour mon camarade Mathieu lorsqu'on a eu ces dramatiques attentats. En tout cas, un grand merci à vous. Nous, on va se retrouver demain. Ça sera à partir de 19h, le rendez-vous du vendredi avec Célia. On vous amènera en vacances. Tout ça, c'est Alsace. Bonne soirée à tous. Salut.